L'impédance. Donc, c'est quoi l'impédance? L'impédance, c'est la résistance d'un tissu par rapport aux ultrasons. Il faut savoir qu'elle est... Bon, il y a une erreur ici, elle n'est pas inversement proportionnelle, mais elle est proportionnelle à la densité du tissu. C'est-à-dire un tissu qui est dense, il résiste plus. Et un tissu qui est moins dense, il résiste moins aux ultrasons. C'est pour cela, l'os, il est très dense, donc il est très résistant. C'est pour ça que l'impédance de l'os, elle est élevée. Et qu'on ne voit pas bien après les os. C'est pour ça qu'on met les sondes d'ultrasons entre les côtes, par exemple. Et elle est inversement proportionnelle à la compressibilité. C'est-à-dire un tissu très compressible, il ne résiste pas bien. Un tissu qui n'est pas compressible, il résiste. Et c'est pour cela aussi que l'os résiste. Et c'est pour cela aussi que l'air est très compressible. L'air, comme vous savez, il est très compressible. Donc il est beaucoup moins résistant aux ultrasons. Donc le problème de l'air, c'est pas qu'il résiste aux ultrasons, mais le problème, c'est comme on a dit tout à l'heure, comme la vélocité, l'impédance, c'est la différence et surtout la différence d'impédance entre deux tissus qui détermine le degré de réflexion et donc le degré donc une sorte de visibilité après le tissu. C'est-à-dire, si on a une différence d'impédance importante, on aura une réflexion importante, donc on ne pourra plus rien voir après. C'est pour cela qu'après l'air, tellement il a une impédance très basse, on ne voit plus rien après parce que les tissus sous-jacents, il a une impédance plus élevée, donc une différence d'impédance plus importante, donc une réflexion plus importante et on ne voit plus rien. Là, c'est d'une façon schématique. Là, par exemple, c'est un tissu qui, en quelque sorte, a faible impédance, donc les ultrasons traversent facilement, il y a une légère proportion qui est reflétée et qu'on le voit anicogène. L'exemple typique, c'est l'air, par exemple. Le liquide. Le liquide, il a une impédance faible. Le tissu, donc les ultrasons, ils traversent facilement ce liquide. Là, ici, donc une impédance qui est en quelque sorte plus ou moins importante, mais quand même, il y a une partie qui a traversé, une partie qui a été réfléchie. C'est pour ça qu'on le voit grisâtre, mais gris un peu sombre. Puis là, il y a une petite partie. Donc la majorité, elle est réfléchée. Il y a une petite partie qui a traversé. C'est pour ça qu'on le voit en gris clair. Et en dernier, l'exemple de l'air. Tout est réfléchi. Il n'y a rien qui passe. C'est pour cela qu'on le voit en blanc. Ce qu'on appelle donc écogène. En quelque sorte, l'air, vous le voyez, il est très hyper-écogène, il est très blanc. L'eau, elle est très, en quelque sorte, l'eau, il est très noir, il est anicogène. Voilà quelques trucs, quelques chiffres, juste pour voir que l'air, par exemple, il a une acoustique impédance à 400, par contre le bone à 7800, bien, pas 7800, 7 millions, bien, je ne sais pas. L'essentiel, que l'air, il n'est pas du tout résistant. Par contre, le bone, si. Mais comme on a dit, c'est surtout la différence de résistance qui détermine la réflexion. Voilà, donc on passe à la réflexion complète et la réflexion partielle qui suit à peu près le principe de l'impédance. Voilà, c'est l'interface avec large différence d'impédance qui fait la différence. C'est pour cela on met du gel pour éviter l'air, par exemple. Pour éviter cette différence d'impédance entre l'air et le tissu cutané. Donc, pour la réflexion complète et partielle, donc la réflexion, ici par exemple, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est par rapport à l'angle aussi. Par exemple, ici, on a un angle de 90 degrés. Donc, on voit très bien le diaphragme. Parce que ce qui est parti est revenu. Par contre, ici, on n'a pas un angle de 90 degrés. Donc, il part comme ça, puis il revient comme ça. Ou bien comme ça. C'est pour cela que cette partie du diaphragme, elle n'est pas très bien visible par rapport à cette partie. C'est par rapport à l'angle de réflexion. C'est pour ça qu'il y a une réflexion partielle quand on a un
un angle en quelque sorte qui n'est pas de 90 degrés. Ça aussi, donc, c'est par rapport, donc, c'est le pourcentage qu'on a vu presque tout à l'heure. C'est juste, tout à l'heure, c'était par rapport à la vélocité. Maintenant, c'est par rapport à l'impédance. Elles sont en quelque sorte similaires. C'est pratiquement la même chose. Voilà, donc entre l'os et le soft tissue, c'est 43% des ultrasons qui sont réfléchis. Par contre, entre l'air et le tissu mou, c'est 99,99%. C'est juste des notions, donc un peu. Maintenant, on passe à la résolution. La résolution temporaire et spatiale. Donc, la résolution, c'est quoi? C'est aussi important à connaître. La résolution, c'est quoi? C'est le pouvoir de distinction entre deux objets adjacents. C'est-à-dire deux objets comme ça. Si j'arrive à les distinguer, on va dire que j'ai une bonne résolution. Si j'arrive pas à les distinguer, c'est-à-dire que je les vois comme un même point, là, j'ai une résolution qui n'est pas bonne. Et on a ce qu'on appelle la résolution temporelle, c'est-à-dire la résolution dans le temps. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La résolution dans le temps, c'est-à-dire en quelque sorte quelque chose qui bouge. Est-ce que j'arrive à voir le mouvement correctement ou bien je ne le vois pas bien? C'est-à-dire je rate des mouvements. Si je vois le mouvement correctement, comme vous voyez maintenant, vous me voyez comment je bouge, on va dire que j'ai une résolution temporelle bonne. Mais si je fais par exemple ça, en quelque sorte, il y a des trucs que vous avez ratés. On va dire que la résolution temporelle, elle est basse. Bon. C'est en quelque sorte, selon des phénomènes qu'on va voir, mais aussi selon la vélocité de ce qu'on veut voir. Parce que là, par exemple, la résolution de ce téléphone, elle est en quelque sorte dépassée quand je fais ça. Par contre, quand je fais ça, il voit bien. Et il y a ce qu'on appelle la résolution spatiale. La résolution spatiale, c'est dans, en quelque sorte, l'espace. On va commencer par la résolution spatiale. Alors, pour la résolution spatiale, on a deux axes. Parce qu'on a dit qu'on voit l'image en 2D. 2D, c'est-à-dire j'ai deux dimensions. J'ai le Y et j'ai le X. Le Y, c'est ce qu'on appelle la résolution axiale. C'est dans l'axe, en profondeur. Le X, c'est ce qu'on voit en parallèle, c'est-à-dire la résolution latérale. Voilà. Pour la résolution axiale, c'est quoi? Elle dépend de la fréquence et de la longueur d'impulsion. Ça veut dire quoi? En quelque sorte, c'est la même chose. Si j'ai une fréquence élevée, la longueur d'impulsion, elle est basse. Non, c'est pas la même chose. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la longueur d'impulsion, elle suit 2 à 3 fois la longueur d'onde. C'est-à-dire, si je mets une longueur d'impulsion avec deux longueurs d'onde, elle sera meilleure qu'avec 3 longueurs d'onde. Mais c'est une nuance uniquement. Il faut se concentrer sur la fréquence et la longueur d'onde. C'est plus simple. Donc, si j'ai une fréquence élevée, longueur d'onde basse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais traverser le tissu comme celui-ci, je vais le traverser bien. C'est-à-dire il y aura une bonne interaction entre les ultrasons et cette onde et ce tissu. Donc je vais le voir bien, donc j'aurai une meilleure résolution axiale parce que les ondes elles partent comme ça et elles reviennent comme ça. Donc les ondes ils ont directement une relation avec l'axe. Par contre, si j'ai une fréquence basse, c'est-à-dire une longueur d'onde élevée, j'aurai une image qui est moins nette parce qu'il n'y a pas une bonne interaction entre les ultrasons et le tissu. Et le tissu que je veux voir, donc il ne va pas être bien visible. Voilà. Donc la résolution spatiale axiale,
elle dépend de la fréquence et de la longueur d'impulsion. Plus la fréquence est élevée, plus l'image elle est meilleure, plus la longueur d'impulsion elle est basse, plus l'image elle est meilleure. Et comme on a dit tout à l'heure, la profondeur elle diminue avec l'augmentation de la fréquence. C'est-à-dire, plus la fréquence est élevée, moins on va voir en profondeur parce qu'il y a une interaction importante avec les tissus superficiels. Donc ça ne passe pas après. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle la résolution latérale. Latérale, c'est sur on va dire l'espace X, par exemple. Celle-là, elle dépend de quoi? Elle ne dépend pas de la fréquence ou bien de la longueur d'impulsion parce qu'elle passe comme ça, mais elle dépend de ce qu'on appelle la faisceau, le nombre de faisceaux envoyés. C'est quoi le nombre de faisceaux? Comme on a dit tout à l'heure, chaque cristal, il envoie une onde, c'est-à-dire un faisceau d'onde. Donc si j'ai en quelque sorte 1000 cristaux, ils vont envoyer, on va dire, 1000 faisceaux. Mais si j'ai 100 cristaux, ils vont envoyer 100 faisceaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si plus j'ai de faisceaux envoyés, plus je vais trancher en quelque sorte en latéral le tissu que je veux voir, donc plus je le vois bien. Ici, j'ai un nombre de faisceaux qui est diminué. Donc je ne vois pas bien en latéral. C'est-à-dire il y a des petits trucs, il y en a par exemple ici, par exemple ici. Le faisceau ne le traverse pas, il traverse entre les deux objets. Par exemple les deux faisceaux, il traverse entre l'objet, donc il ne le voit pas. Par contre ici, il y a beaucoup de faisceaux qui sont vraiment pas espacés l'un après l'autre, donc il voit la quasi-totalité de l'image. C'est pour ça donc le faisceau, il voit, plus on a de faisceaux, plus on voit bien en résolution latérale. Voilà. Il y a aussi la largeur des faisceaux, bien sûr. Plus le faisceau est large, plus il voit mieux. C'est logique. Il y a aussi un autre phénomène avec la résolution latérale qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le focus. Le focus, c'est en quelque sorte une convergence des différents faisceaux vers un seul point, ici. Tous les faisceaux convergent à une profondeur déterminée, comme ça, à la même profondeur pour bien voir la profondeur précise. C'est un paramètre qu'on règle sur l'échographe. Quand on veut voir par exemple quelque chose à 2 cm bien, je mets mon focus à 2 cm, donc la résolution latérale elle sera beaucoup plus nette, à la profondeur de 2 cm. Je reviens juste un petit peu sur la largeur de faisceau. J'ai fait une erreur. Alors, la largeur du faisceau, c'est pas le faisceau lui-même, est-ce qu'il est large ou non, c'est la largeur de toute l'image. Donc, plus l'image elle est large, plus en quelque sorte les faisceaux ils seront dispersés, donc l'image elle sera moins nette. Plus le faisceau, ce que je vois, est restreint, plus le nombre de faisceaux ils seront, donc avec le même nombre de faisceaux donc les faisceaux ils seront accolés l'un à l'autre, plus l'image elle sera meilleure. Maintenant, on a parlé de la résolution spatiale, axiale et latérale. Maintenant, on passe à la résolution temporelle. Alors, c'est là que on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est par rapport au PRF, le nombre de faisceaux par seconde. Pulse, pulse repetition frequency. Voilà, pulse repetition frequency. C'est-à-dire le nombre, c'est-à-dire la fréquence des pulsions. Ici, c'est par seconde. Pulsion ou bien seconde, c'est à peu près, plutôt pulsion ou bien faisceau, c'est la même chose. On a dit tout à l'heure que 2 à 3
ondes vont former une pulsion, et la pulsion, c'est elle qui part et revient, et donc c'est le faisceau. Donc si je dis faisceau ou bien pulsion, c'est la même chose. Voilà, un cristal, il envoie et entend une pulsion. C'est-à-dire, comme on a dit, quand il envoie une pulsion, il ne peut pas, entre le temps et qu'elle part et qu'elle revient, il ne peut rien faire. C'est-à-dire, il ne peut pas envoyer et entendre en même temps. Entendre, c'est-à-dire recevoir. Donc, il est obligé d'envoyer. Il attend que l'onde revienne pour qu'il puisse envoyer une autre. Donc, il y a une limite de temps. C'est pour cela que le nombre de faisceaux ou bien d'impulsions envoyées est limité dans le temps. On va voir qu'est-ce qui le limite le plus. Et c'est ce qu'on appelle le pulse repetition frequency, c'est le nombre de faisceaux par seconde, c'est-à-dire c'est quelque chose de réglable, pas dans tous les échographes, mais on peut le régler, c'est-à-dire si je mets une PRF à 100 ou bien une PRF à 1000, j'aurai une meilleure résolution temporelle à 1000 que à 100, parce qu'à 1000 j'en vois beaucoup et je reçois beaucoup. Avec une vidéo en quelque sorte, je peux envoyer beaucoup, mais à condition, on va voir maintenant que plus tu envoies, plus la fréquence elle sera plus basse. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire tu sacrifies. C'est pour ça que l'échographie, c'est un réglage de tout. C'est-à-dire tu es obligé de sacrifier en quelque sorte la résolution spatiale, la fréquence, pour avoir une meilleure résolution temporelle, par exemple. Le contraire est vrai. Voilà. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la PRF, c'est-à-dire la résolution en quelque sorte temporelle, elle dépend de la profondeur. C'est-à-dire donc le nombre de pulsions qu'on peut envoyer, donc la limite, elle dépend de la profondeur. Parce que plus c'est profond, plus la distance à parcourir est plus importante. Donc on est obligé d'attendre plus. Donc on peut envoyer moins de faisceaux par seconde dans une profondeur plus élevée. Que si c'était une profondeur plus basse, on peut envoyer plus. Donc ça c'est la première. La deuxième, c'est le nombre de faisceaux. C'est-à-dire, nombre de faisceaux, je peux envoyer. Logiquement, si j'envoie 1000, bien sûr c'est mieux que si j'envoie 100. Mais le problème, c'est que si j'envoie 1000, je suis obligé de sacrifier la fréquence par rapport si j'envoie 100. Donc, en quelque sorte, la fréquence, elle est inversement proportionnelle au nombre de faisceaux. Voilà. Il y a aussi le Doppler couleur. Donc le Doppler couleur, on va détailler ça après, mais l'essentiel, il dépend du temps. C'est ce qu'on voit en couleur, mais en réalité, c'est un Doppler pulsé qui est modifié. On voit, en quelque sorte, il est lié au temps. On va voir maintenant. Ici, c'est la profondeur, comme on a dit tout à l'heure. Plus c'est profond, plus le temps il est important, donc la résolution spatiale, temporale, pardon, elle est moindre. Mais il y a aussi donc, les deux carrés, ça en quelque sorte schématise le Doppler couleur. Ça schématise le Doppler couleur, c'est-à-dire si j'ai une large, si je mets un large carré de Doppler couleur, comme ici. Donc il va prendre plus de temps pour scanner ce carré, c'est logique. Par contre, si je prends un petit carré, comme ici, un petit carré de Doppler couleur, il va scanner moins. Il va prendre moins de temps pour scanner 1 cm3, par exemple, pardon. Il va prendre moins de temps pour scanner 1 cm2 que 10 cm2. C'est logique. C'est pour cela que quand tu mets un Doppler couleur, il faut toujours mettre le carré le plus restreint possible. Comme on a dit tout à l'heure, il faut mettre la profondeur la moindre possible. C'est pour cela, pour gagner mieux la résolution temporelle. Et voilà, ici donc le troisième schéma, c'est le nombre de faisceaux. Ici, j'ai beaucoup de faisceaux, ici j'ai moins de faisceaux. Donc la résolution temporelle, elle sera meilleure. Donc on devine que la résolution axiale, en quelque sorte, elle est inversement proportionnelle à la résolution temporelle. Donc il faut essayer de trouver l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire si j'envoie beaucoup de faisceaux,
j'aurais... si j'envoie beaucoup de faisceaux, je diminue ma fréquence. Et le contraire est vrai. Maintenant, on va parler un petit peu sur l'intérêt surtout du mode M, Motion Mode. Le mode M, c'est en quelque sorte un seul faisceau, pas plusieurs. C'est un seul faisceau, c'est une seule zone qu'on voit dans le temps. Et si tous les cristaux se concentrent sur une seule zone en quelque sorte de scanner, donc on a beaucoup de cristaux qu'on voit une seule, en quelque sorte, qu'on voit dans une seule zone. Donc il envoie et reçoit. Donc si j'ai par exemple un cristal qui envoie et reçoit, ou bien j'ai 10 cristaux qui envoient et reçoivent dans le même point, bien sûr que j'aurai une meilleure résolution temporelle avec 10 qu'avec 1. Parce que le premier il envoie, le deuxième il envoie, le troisième il envoie. Quand le 10e en quelque sorte arrive à envoyer, le premier il commence déjà à entendre, ou bien à recevoir l'impulsion. Donc ça va être en quelque sorte en continu. Mais bien sûr on ne pourra avoir qu'un seul faisceau, qu'un seul en quelque sorte trait. Mais ça nous permet de bien voir le mouvement. C'est pour ça qu'on l'appelle motion mode. Maintenant, on va passer à quelques phénomènes physiques. Donc, on voit souvent avec l'échographie, on commence par ce qu'on appelle le renforcement postérieur. C'est une image d'une amélioration de l'image après un liquide. Si par exemple, ça c'est un vaisseau ou un kyste ou autre, l'essentiel c'est du liquide, et vous voyez que l'échogénicité elle est meilleure après ce liquide ici. L'échogénicité elle est meilleure que le reste donc, du tissu. C'est ce qu'on appelle le renforcement postérieur. C'est un phénomène qui confirme que ce qu'on voit avant, ce renforcement postérieur, c'est du liquide. Il y a aussi ce qu'on appelle le camp d'ombre postérieur. Là, c'est le contraire. C'est une atténuation après une structure. L'atténuation après une structure, ça témoigne que la structure est calcique. C'est de l'os ou bien un calcul ou autre. Ici, par exemple, vous voyez ici, il y a une petite structure avec ce qu'on appelle une camp d'ombre postérieure, une atténuation en postérieur. Ça témoigne que la structure est calcique. Dans ce cas, c'est un calcul biliaire, parce que c'est la vésicule biliaire. Ça permet de différencier d'un polype. Si on a un polype, on n'aura pas de renforcement postérieur. On n'aura pas de camp d'ombre postérieur. Si vous remarquez aussi, la vésicule, puisque la vésicule c'est du liquide, donc on a un renforcement postérieur par rapport ici. Ici, il n'y a pas de renforcement postérieur. Mais ici, il y a un renforcement postérieur avec une camp d'ombre postérieure ici. Le phénomène de miroir. Alors, c'est quoi un phénomène de miroir? Le phénomène de miroir, c'est quand on a une structure, première structure, une interface, puis de l'air. Je m'explique. Ici, j'ai ma première structure. C'est tout ça. C'est le foie. Puis j'ai une interface fine ici, c'est le diaphragme. Puis j'ai de l'air ici, en réalité, c'est du poumon. D'accord? Donc quand j'ai une structure mou, une interface fine, puis de l'air, ça reconstitue ce qu'on appelle le phénomène de miroir. La structure fine, elle va jouer le rôle de miroir. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le foie, puis ici par exemple, on va dire c'était les pommes, comme on a vu tout à l'heure.
On va dire par exemple c'est un lipome, puis le diaphragme, et on a l'impression qu'on a un autre lipome ici, dans le poumon. Or qu'en réalité, non, c'est juste des phénomènes en quelque sorte acoustiques. C'est des phénomènes donc acoustiques. C'est pour cela, quand on voit ce phénomène de miroir, on est sûr qu'après cette structure, c'est de l'air. Donc, l'intérêt, c'est surtout dans le fast écho. Quand on fait de l'écho, donc dans la partie inférieure, donc dans la partie postérieure inféro-postérieure du poumon, à la recherche par exemple d'un hémothorax ou bien d'un épanchement pleural liquidien. Si on voit le foie par exemple bien la rate, puis le diaphragme, puis un miroir du foie ou bien du diaphragme, on est sûr et certain que après le diaphragme, il y a de l'air. Donc on est sûr et certain qu'il n'y a pas de liquide. Donc un phénomène de miroir veut dire qu'il n'y a pas de liquide, veut dire qu'il y a de l'air. Donc il n'y a pas d'épanchement pleural liquide. Et le phénomène donc, de miroir n'est pas spécifique du tissu, mais bien, n'est pas spécifique de l'épaule. On peut voir un vaisseau, on peut voir l'essentiel, c'est le miroir de notre structure. Là, c'est ce qu'on appelle le misregistration. C'est un phénomène donc d'enregistrement, c'est une erreur en quelque sorte. C'est quand on a les ultrasons, par exemple ici, c'est une écho abdominale. C'est un écho Doppler abdominal. On a ici les deux grands droits. Puis ici, c'est la ligne blanche. Donc on a mis notre sonde d'échographie dans la ligne blanche. Puis, il y a deux faisceaux en quelque sorte. Il a envoyé un faisceau comme ça. Pardon. Il a envoyé un faisceau comme ça, perpendiculaire. Il est parti, puis il est revenu. Donc, il nous a donné l'image de ça, de l'aorte, quelque sorte de la vraie emplacement de l'aorte. Mais il y a un autre qui est parti comme ça. Il a continué à parler, c'est en quelque sorte, c'est expliqué par le phénomène qu'on a dit tout à l'heure, le phénomène de réfraction. Non, le phénomène de... Voilà, réfraction, pas une réflexion, c'est pas une réflexion, c'est le phénomène de réfraction, c'est-à-dire le changement d'angle. Parce qu'ici, tellement c'est des structures qui sont de différentes densités, la ligne blanche et le muscle droit, c'est pas la même chose. Donc l'angle de vision, il est dévié comme ça. En quelque sorte, il est dévié comme ceci, puis il est revenu comme ça. Par phénomène par phénomène optique. C'est une déviation d'un phénomène optique. Il a changé d'angle, puis il est revenu comme ça. Mais, puisque la première fois, il est parti comme ça, la première impulsion en quelque sorte, elle est comme ça. Puis, il a changé d'angle. L'échographe, il va l'interpréter comment? Il ne va pas l'interpréter qu'elle est revenue de ce point. De ce point-là. Non, il va il va l'interpréter qu'elle est revenue comme ça. Je change de couleur. Il va l'interpréter qu'elle est revenue de ce point, comme ceci. Genre pour lui, il n'a pas changé d'angle. Et en quelque sorte, il n'a pas pris en considération le phénomène de réfraction. C'est pour cela qu'il va t'afficher la vraie aorte, il va t'afficher une autre aorte à côté. C'est la même chose pour les veines caves. Essentiel. Tellement il y a un phénomène de réfraction, il a affiché la vraie aorte, mais l'autre faisceau, il a envoyé un autre faisceau dévié comme ça, parce qu'on envoie des faisceaux comme ceci. Pour lui, le faisceau n'est pas dévié, donc quand il revient comme ça, il va l'interpréter comme si c'est une autre structure carrément. C'est ce qui peut expliquer ce phénomène donc, de dédoublement quelque sorte de l'aorte. Maintenant, on va parler au son, on va aller aux sondes, nos différentes sondes d'échographie. On commence par la sonde linéaire, donc c'est ce qu'on appelle les sondes linéaires, ou bien sonde à haute fréquence. C'est une sonde plate
qui permet donc d'envoyer des hautes fréquences élevées 6, 7 jusqu'à 13, ou bien tous, avec bien sûr une profondeur limitée, bien sûr. Si c'est une sonde utilisée en ALR, par exemple l'ALR, le Doppler des vaisseaux, etc. La deuxième sonde, c'est la sonde convexe, donc c'est ce qu'on appelle aussi la sonde abdominale. C'est une sonde qui utilise des basses fréquences, mais qui permet de voir des profondeurs, parce que l'abdomen, on est obligé de voir en profondeur. Et à la sonde microconvexe, c'est des fréquences intermédiaires qui permet en quelque sorte de voir à travers des espaces étroits. Donc c'est une sonde qu'on utilise surtout au niveau pulmonaire, c'est pour voir entre les côtes. Et il y a la sonde carrée, donc c'est la sonde cardiaque. C'est une sonde donc de fréquence intermédiaire aussi, qui permet de voir, elle est petite, carrée, permet de voir entre les côtes, pour voir donc les différentes cavités cardiaques. Ça, c'est une sonde donc vaginale utilisée par les gynécologues, et ça, c'est une sonde d'échographie échographie cardiaque transœsophagienne. Ici, donc, c'est l'orientation sonde-écran. C'est-à-dire, il faut savoir, quand on a une sonde, on va dire par exemple, j'ai ma sonde ici. Chaque sonde a un truc qui oriente, elle est de quel côté. Elle a une petite encoche ou bien un trait ou autre qui permet donc d'orienter le côté droit et gauche. Et sur l'écran de l'échographe, on a ça. Donc, on peut avoir ça. On peut avoir ça, on peut avoir un cœur, on peut avoir l'essentiel, quelque chose qui indique où est-ce qu'on est. Donc, c'est pour cela il faut toujours faire attention où est-ce qu'on est notre indicateur de la sonde et où est-ce qu'il est l'indicateur sur l'écran pour savoir s'orienter. Maintenant, on passe à ce que j'ai appelé orientation dans l'espace. Alors, ici, on a un être humain et j'ai ma sonde qui est placée, sur en quelque sorte la ligne blanche de l'abdomen, avec un indicateur, l'indicateur, vers le haut. Donc quand je mets ma sonde, on va dire par exemple une sonde linéaire, pour simplifier les choses. Quand je mets une sonde linéaire sur l'abdomen, avec un indicateur vers le haut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en train de couper l'être humain comme ça. C'est ce qu'on appelle une coupe sagittale. Donc je le coupe comme ça. Donc je vois à travers comme si c'était une coupe scalographique sagittale. Maintenant, toujours avec une sonde linéaire, toujours l'indicateur vers le haut, je le mets ici. On va dire par exemple sur la ligne axillaire moyenne. Donc qu'est-ce que je fais ici? Donc, je le mets sur la ligne axillaire moyenne, indicateur vers le haut. Qu'est-ce que je fais ici? En vérité, je suis en train de couper l'être humain comme ça. Donc, une coupe coronale. Ou bien frontale. Coronale ou bien frontale. Comme vous voyez ici. La dernière, c'est quand je mets par exemple au niveau abdominal, mais je mets ma sonde d'une manière transverse. L'indicateur par exemple vers la droite, je la mets d'une manière transverse. Donc qu'est-ce que je fais en réalité ici? Je fais une coupe transversale. Transverse. Donc je fais une coupe transversale de mon abdomen. Donc c'est l'équivalent d'une coupe transverse, transversale au niveau par exemple d'un scanner. Pourquoi j'ai mis ça? Donc il faut savoir s'orienter quand on met notre sonde échographique, où est-ce qu'on est, comment je coupe qu'est-ce que j'ai comme coupe. Donc si je mets au niveau sagittal, donc si je coupe au niveau sagittal, donc je vois en antéro-postérieur. Si je coupe au niveau coronal ou bien frontal, donc je vois de latéral vers le médial. Et si je coupe
donc d'une manière transversale, je vois toujours en antérieur, postérieur, donc d'une manière transverse. Voilà. Maintenant, on va parler, donc je vais vous montrer quelques boutons sur notre échographe. Donc voilà notre échographe. Donc on va commencer par le bouton donc allumer. Puis on a donc ça, c'est pour faire entrer donc les différentes informations personnelles du malade, nom, prénom, âge, etc. Ça, c'est probe, c'est pour choisir la sonde, quel genre de sonde on veut. Ça, c'est freeze. C'est important, freeze, il faut, à chaque fois qu'on n'utilise pas l'échographe, c'est-à-dire entre deux patients ou autres, il faut le friser. Parce que quand on met freeze, c'est-à-dire on a arrêté l'échographe. Donc, les cristaux n'envoient plus de pulsion. Parce que, en quelque sorte, la durée de vie des cristaux, des cristaux et donc du sonde échographique est directement reliée au temps d'utilisation. Donc, si je ne frise pas, donc même entre les temps que je n'utilise pas, il est considéré comme s'il est utilisé. Donc, il va vivre moins. C'est pour ça qu'il faut friser toujours pour allonger la durée de vie de notre échographe. Puis ici, 7, donc c'est pour dire OK, par exemple, dans les différents trucs. C'est pour dire OK. Ici, c'est le gain. Donc, c'est le gain. Ici, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le gain général, ici, c'est le gain étagé. Celui-là, c'est le gain de la structure la plus profonde. Donc, c'est un gain complet au maximum. Ici, c'est le gain de la structure la plus superficielle qui est de 0. Je parle du gain étagé, il est de 0. Ici, c'est mesure, donc pour mesurer les différentes structures. Ici, c'est le focus. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Il a un bouton vers le haut et un bouton vers le bas. Donc, c'est pour régler la profondeur de mon focus pour voir la meilleure image que je veux. Ici, c'est le mode M et B. Donc, mode M, c'est motion. Mode B, c'est bidimensionnel. Ça, c'est les différents Doppler. Donc, le Doppler couleur. Ça, le Doppler pulsé et le Doppler continu. Il y a un autre Doppler, c'est ce qu'on appelle Doppler tissulaire. Cet échographe ne le possède pas. Ici, c'est depth, c'est la profondeur. Ici, c'est l'ETH. Donc, c'est cette ETH. Donc, c'est une abréviation d'un mot anglais, je l'ai oublié. L'essentiel, ça permet d'améliorer. Donc, ça permet d'améliorer. Donc, c'est un phénomène par rapport à la fréquence émise et reçue. L'essentiel, ça permet d'améliorer la résolution. Parfois, quand on clique sur ce bouton, ça améliore la résolution, notamment dans l'échographie cardiaque. Donc, ici, en quelque sorte, conseils pour améliorer la qualité de notre image. C'est la première des choses, appliquer le gel. À chaque fois, il faut appliquer et réappliquer du gel parce que quand le gel se termine ou bien la quantité n'est pas suffisante, la qualité de l'image elle sera vraiment altérée. C'est pour ça qu'il faut, à chaque fois qu'on remarque qu'on commence à avoir un problème d'image, il faut réappliquer du gel. La deuxième, c'est la sonde perpendiculaire, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le focus, il faut toujours le régler. Focus, il faut le régler sur l'image que je veux. Je cherche un truc à 2 cm, il ne faut pas avoir un focus à 4 cm. Il faut toujours le régler. Le tissu, donc, voilà, tissu harmonic imaging. Donc, c'est le THM qu'on a dit tout à l'heure, les TH avec. Donc, c'est en quelque sorte, il permet d'harmoniser les différentes fréquences. Parce qu'en quelque sorte, on émet des fréquences et on recevra des fréquences différentes. Généralement, c'est la moitié de la fréquence qu'on a émise. Donc, tissu harmonique imaging, donc, il permet donc d'améliorer, d'harmoniser en quelque sorte la qualité d'image. Puis, il faut trouver un équilibre entre la résolution et la profondeur. Résolution spatiale, profondeur, plutôt résolution temporelle et profondeur. Donc, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure.
Et toujours optimiser le gain. Il ne faut pas un gain très élevé, il ne faut pas un gain très bas. Comme conclusion, à connaître parce que c'est un examen, comme on a dit, au lit du malade. Il est non invasif, donc répétitif. Et l'intérêt il y a une large marge d'organes explorés. La plupart des organes peuvent être explorés par l'échographe. Mais le problème avec l'échographe aussi, donc on a le problème de l'air, le problème de l'os, mais surtout le problème de l'opérateur. L'échographie, c'est un examen opérateur dépendant. Pour régler ce problème, il faut faire. Il faut faire. Donc, ce qu'on appelle, donc pour obtenir ce qu'on appelle l'œil échographique, c'est-à-dire en quelque sorte notre sous-cortex, il va s'habituer à l'image échographique, donc il va pouvoir l'interpréter. En quelque sorte, la résolution de notre œil, elle va s'améliorer avec la pratique. Et c'est quelque chose que j'ai vu moi personnellement. Donc, il faut comprendre la physique, il faut lire la théorie des différents examens qu'on peut faire, pleural et tout, et il faut bien sûr faire. Et on n'en fait jamais assez. Et merci de votre attention.